C'est un grand honneur, surtout en tout début d'après-midi, après un bon déjeuner, de reprendre et d'être animateur, de manière à ce que la sieste postprandiale, n'est-ce pas, ne nous saisisse pas brutalement. Voilà, alors on est sur un sujet qui est important, qui est à la jonction du social, de l'économique et de l'environnemental, qui est la question de l'interdépendance et de la solidarité énergétique territoriale et planétaire. J'ai donc le plaisir d'appeler notre présidente Myriam Maestroni et monsieur Michel Derdevé à me rejoindre sur cette tribune. Voilà, donc je vais d'abord passer la parole à Michel Derdevé. Je crois que vous avez quelques slides à nous présenter. Merci Madame la Ministre de cette introduction. Quelques slides de manière limitée pour ne pas assoupir l'auditoire en ce début d'après-midi. Simplement quelques slides pour peut-être rappeler un certain nombre de fondamentaux. Vous avez vu que parmi ce matin, beaucoup ont évoqué les communications de cet été sur le mois de juillet le plus chaud, l'année la plus chaude. Cet été aussi a été publiée cette analyse qui nous montre qu'effectivement, le degré que Christian de Pertuis évoquait ce matin d'augmentation avait été atteint en 100 ans et que donc on est déjà dans un système qui consomme bien au-delà de ce qui serait raisonnable. Au-delà des paradoxes que les uns et les autres vous avez évoqués ce matin, il y a une deuxième évidence. Le réchauffement climatique est installé. La deuxième évidence, c'est que la proportion, la part relative des renouvelables partout dans le monde va être croissante. Et vous voyez que quels que soient les pays, on est sur des tendances donc, qui vont être dans les 4-5 années qui viennent à l'augmentation de la part des renouvelables. C'est inscrit dans les fondamentaux. Alors à partir de là, j'aurais envie d'arrêter les slides et de passer plus sur des conclusions. On est dans un moment schumpeterien de l'économie énergétique. On est dans un moment où on abandonne les rives d'un modèle pour aller vers un autre modèle. Et il est normal dès lors qu'on soit dans des hésitations, des tâtonnements, et que ces hésitations et ces tâtonnements entraînent des échecs, des succès, mais aussi créent de l'inquiétude. Et j'ai été frappé, on a parlé avec Corinne Lepage ce matin, de voir que l'été a été politiquement occupé, et sera sans doute dans les mois qui viennent, par des questions de sécurité. Très peu par les questions d'énergie. Tout comme si la quinzaine du Bourget était une sorte de parenthèse où les esprits éclairés que nous sommes avons pu parler à l'opinion. Et comme si, depuis, l'opinion s'était refermée sur elle-même dans une vision où la peur, la crainte. Et très peu d'acteurs, il y a eu juste un petit papier d'un ami économiste, Nicolas Bouzou, là-dessus récemment, très peu de gens ont fait le lien. N'est-on pas sûr que dans l'abandon entre le monde ancien et le monde nouveau, il n'y a pas de l'inquiétude, qu'il y a exactement la même inquiétude qui est celle que manipulent les fondamentalistes, où qu'ils soient? N'est-on pas sûr que dans toutes les périodes d'innovation, de changement, Moyen-Âge, révolution industrielle, on n'a pas eu des phénomènes de violence qui se sont manifestés tout simplement parce qu'on est dans quelque part des moments où on ne peut pas décrire, aucun des 400 participants ici ne peut décrire le monde de demain. C'est très compliqué. Et puis ce qu'on évoque est complexe. Le prix du carbone, c'est quelque chose qui est compliqué à expliquer à l'opinion. On doit le faire parce que c'est nécessaire comme instrument économique, et en même temps, comment de manière simple on va expliquer à la boulangère de La Rochelle que c'est l'outil mondial. Et donc moi, ce que j'aimerais peut-être appeler de mes voeux, vous avez été, Corinne Lepage, ministre, c'est que les politiques jouent leur rôle dans la fonction pédagogique qui doit être la leur. Si nous avons une campagne présidentielle en 2017 uniquement axée sur des slogans, des items ou des renvois des oppositions d'hier ou d'avant-hier, on ne répondra pas à la nécessité de faire grandir l'intelligence de nos concitoyens. Et ça, c'est un sujet fondamental. Et deuxième sujet, et je vais reprendre mes slides dans quelques minutes, c'est qu'aussi on éclaire des questions et des arbitrages qui souvent sont trop peu évoqués, en tout cas trop peu partagés. Les arbitrages, c'est par exemple ceux qui vont nous obliger demain à développer de plus en plus d'infrastructures. Alors souvent, vous savez, il y a une utopie, c'est le microgrid, ou plus de réseau même. L'énergie, elle arriverait par Internet, par une sorte de schéma magique,
une pensée magique, et il n'y aurait plus besoin d'avoir des véhicules pour, entre les villes, entre les départements, entre les régions, relier les personnes. C'est quand même une utopie à laquelle chacun se reconnaît. Et d'ailleurs, chacun a envie de créer son smart model, sa smart cities. Toutes les métropoles en France et ailleurs rêvent de devenir la capitale de l'intelligence, de la modernité. Mais est-on sûr que ce modèle-là est un modèle qui ne va pas à côté créer des gens qui vont être des délaissés du système? Si le véhicule électrique qu'on voit avec une évolution exponentielle ne se développe que dans les smart cities, qu'est-ce qu'on fait des villes moyennes qui sont à 70 km? Qu'est-ce qu'on fait des espaces ruraux qui, eux aussi, vont abriter des gens qui auront peut-être envie d'avoir des véhicules électriques? Et donc, avoir en 2016-2017 une pensée réticulaire, une pensée autour des réseaux, ça veut dire poser la question des équilibres géographiques, territoriaux, humains, comme Pascal Pic nous invitait à le faire ce matin, c'est-à-dire de la façon dont le modèle énergétique de demain ne va pas être un modèle du repli sur soi. Et faisons attention qu'aujourd'hui, on ne bascule pas dans ce schéma où l'énergie ne serait que l'addition de micro-solutions. Ce schéma-là ne serait pas un schéma positif parce qu'il participerait du phénomène de repli identitaire que j'évoquais tout à l'heure et donc il contribuerait à une vision qui est une vision qui n'est pas une vision de la modernité, de la société ouverte, de la société libérale au sens non pas économique mais au sens politique du terme. Et les questions politiques aussi qu'on doit traiter, je vous ai amené ça paraît un peu barbare, je pense que dans la salle il doit y avoir 20 personnes ou 30 peut-être à peu près qui savent ce que veut dire ce sigle, c'est la contribution au service public de l'électricité. C'est en fait, pour être clair, tout ce qu'on prend sur votre facture et qui sert à encourager des politiques publiques. J'étais au cabinet du ministre de l'Industrie quand cette contribution a été inventée par la loi de février 2000. Et à l'époque, on avait, parmi les objectifs, fixé un objectif qui était la précarité énergétique. C'est-à-dire qu'on va prendre sur la facture de tout le monde pour permettre d'avoir des aides sociales. Et puis, j'ai pris la décomposition en 2015 de cette enveloppe globale qui va atteindre l'an prochain quand même la bagatelle de 8 milliards d'euros. Donc on va, sur l'ensemble de nos factures, on a réservé une partie pour soutenir des politiques publiques. Vous voyez que sur ces 8 milliards, il y aura à peu près la moitié qui va être des politiques de soutien renouvelable. Et là, ce n'est pas scandaleux en soi que dans une période de transition, il y a un accompagnement des nouveaux modes de production. Mais dans le même temps, ce qu'il faut savoir, et c'est très bien aussi, c'est qu'à un moment donné, ce système atterrira par le fait que le coût des ENR ne cesse de décroître. Depuis 2008, le prix du photovoltaïque a baissé de 80% dans le monde et l'éolien de 33%. Donc on voit bien que le modèle idéal sera celui où on aura, dans l'ensemble de la palette des choix, des énergies qui fonctionneront avec le marché. Et parce qu'on pourra peut-être dès lors repenser à travers un débat politique les priorités, à travers un débat au Parlement, préparé par le gouvernement, sur lesquels doit aller l'argent public. Vous voyez très bien que ce schéma-là, il n'a jamais ou très rarement été débattu au plan politique. Il est connu de quelques cabinets ministériels, de quelques experts, mais il n'a jamais fait l'objet de débats sur les arbitrages entre telle ou telle priorité. Et donc, voilà, c'est un des éléments. Le thème de la matinée, c'était les paradoxes. Faisons attention que dans les paradoxes, nous éclairions tous les vraies priorités. On dira peut-être un petit mot tout à l'heure des réseaux par ailleurs. Merci. Myriam. Merci. Alors, je suis assez contente qu'on ait ce temps pour s'exprimer sur les interdépendances et la solidarité énergétique, puisqu'en aucun cas, la transition énergétique ne veut dire, bien sûr, exclusion. Bien au contraire, je dirais. Aujourd'hui, malgré tout, on se rend compte que dans les paradoxes, on a 1,3 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie, tandis que nous-mêmes, ici, en surconsommons. Et donc, je suis très contente que Corinne Lepage soit là. Elle en a parlé quelques instants ce matin. Mais je voulais mettre en exergue ce travail qui est réalisé sur la Déclaration des droits de l'humanité. Et j'ai mis le premier principe que tu as énoncé, ou qui a été énoncé par le groupe de travail qui a remis un rapport au président de la République, parce que je crois que c'est très symbolique que de commencer par un tel propos. Alors, juste en quelques mots, puisqu'il reste 1 minute 42 et que je voudrais que tu puisses aussi t'exprimer, c'est un texte très simple
qui comprend 4 principes, 6 droits et 6 devoirs. Alors déjà, je pense qu'il faut souligner le fait qu'il y ait des devoirs, parce qu'il n'est pas habituel dans les déclarations de cet ordre qu'il y ait des devoirs. Or, nous sommes dans une question de responsabilité humaine, donc de devoirs. Et donc nous avons écrit un texte dans lequel il y a en quelque sorte un renvoi entre les droits et les devoirs de l'humanité, l'humanité étant définie comme la chaîne des générations passées, présentes et futures, la génération présente ayant l'obligation, et donc le devoir, de satisfaire les droits des générations futures, mais aussi des générations passées, par la préservation du patrimoine, notamment culturel, qui nous a été légué. Et donc ce principe que tu as bien voulu mettre en exergue, qui est le premier, c'est celui de la responsabilité, parce qu'effectivement, nous sommes une génération, tout au moins quelques générations, à laquelle il incombe, on ne l'a pas demandé, mais c'est un fait, hein, à laquelle il incombe de prendre les décisions qui permettront d'assurer la pérennité ou non de l'espèce humaine. Alors, c'est un texte qui donc a été présenté à la COP21, qui est maintenant en débat à l'Assemblée générale des Nations Unies et qui sera peut-être débattu également à la COP22. Et donc, en fait, dans cette interdépendance et je dirais intersolidarité, on a parlé finalement de, je fais simple, mais l'hémisphère nord où on surconsomme, l'hémisphère sud où on n'a pas accès à l'énergie. On a parlé ce matin, Michel Sabin l'a rappelé, des femmes qui sont les premières concernées par le changement climatique. Et chez nous, donc chez nous, on a vu émerger la notion de précarité énergétique. Aujourd'hui, selon les sources, selon les chiffres, on est entre 3 à 9 millions de ménages précaires. Donc, en France, on retient en principe 3,5 millions de ménages. C'est le chiffre qui, aujourd'hui, nous paraît le plus réel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces ménages-là vont consacrer plus de 10% de leurs revenus au poste énergie. Et donc, on a dit qu'il y avait quand même de forts risques, surtout en France, pour que le prix augmente. Donc, quand on passe à 15%, on est en pauvreté énergétique. Et finalement, avec une double peine, puisque ça a été aussi rappelé ce matin, puisque 20% des ménages les plus pauvres vont être ceux qui vont consacrer une part de leur budget 2,5 fois plus élevée que les 20% les plus riches. Et aujourd'hui, c'est le cas partout en Europe. Sur les 170 millions de logements, on en a 100 millions en surconsommation, entre 80 à 100 millions, et plus de 25 millions en situation de précarité énergétique. Donc, il faut aussi bien penser à cette transition énergétique, et je crois que c'est un point fort de ce que nous sommes en train de dire, à ce que le fait que la transition énergétique ne soit pas synonyme d'exclusion. Et là, je voudrais souligner, parce que je trouve que c'est quand même très intéressant, cette articulation qui parfois se met en place de bonne façon, dans des bonnes conditions, entre évidemment l'action publique et l'action privée, puisqu'on a vu apparaître, évidemment grâce à l'apport des nouvelles technologies, je veux bien qu'on passe l'autre slide, on a vu apparaître finalement les plateformes innovantes, technologiques innovantes, qui vont vraiment être accessibles au grand public, où chacun va pouvoir profiter finalement d'une certaine façon de politiques publiques, notamment dans le cas que je présente là par les certificats d'économie d'énergie, où on va pouvoir s'adresser à un grand public dans des termes simples, accessibles, mais malgré tout, c'est là où on s'aperçoit qu'il y a un autre paradoxe, c'est pas parce qu'on met de l'argent que les ménages vont immédiatement avoir accès à ces aides-là, malgré ces nouvelles technologies. Et donc on s'aperçoit, on va aller assez vite, c'est juste pour vous donner un exemple, on s'aperçoit que malgré des offres extrêmement intéressantes, puisqu'aujourd'hui en France, quand on est en termes de revenus en deçà des plafonds ANA, ce qui laisse malheureusement, je dirais, un grand nombre de gens éligibles, on peut isoler ces combles à 1 euro. Or, évidemment, tous les logements construits avant 1975, qui étaient la première réglementation thermique en France, il y en a beaucoup, c'est tout le parc existant. Et malgré ça, il y a d'énormes efforts de communication à faire
pour pouvoir atteindre ces ménages. Donc dans la presse, il faut relayer ça. On va avoir évidemment en général des articles un peu partout. Il va falloir avoir des kits de communication, des équipes sur le terrain. Il va falloir faire de l'affichage parce qu'on est dans ce paradoxe où finalement c'est presque gratuit, c'est facile à faire, mais comment on fait et quoi faire, quoi. Voilà un petit peu un des messages que je voulais donner parce que c'est vraiment compliqué au final. Michel, oui, je voudrais juste peut-être, avant que vous interveniez, dire juste une chose très simple. C'est que quand on parle d'énergie, on parle du prix. Et on oublie trop souvent la consommation. C'est-à-dire que c'est une multiplication. C'est un nombre de kilowatts multiplié par un prix. Et les gens voient le prix, ils ne voient pas le nombre de kilowatts. Et donc déjà, de rappeler constamment que l'énergie, c'est un prix qui multiplie des kilowatts par une valeur du kilowatt, ça paraît complètement idiot, mais en réalité, c'est une manière de faire prendre conscience que chacun ne peut pas agir sur le prix, ça, c'est pas possible. Par contre, il peut agir sur le nombre de kilowatts. Et donc, ça le conduit à chercher des solutions. Bien sûr, et simplement pour illustrer à la fois le propos de Corinne Lepage et de Myriam, la problématique aujourd'hui des données, c'est très amusant, on arrive à 15h ou 15h30, on n'a pas évoqué ni le numérique ni le digital. Or, une des innovations, une des transformations majeures du secteur sera la digitalisation, notamment des réseaux. Le jour où en France, il y aura 35 millions de compteurs intelligents installés, c'est-à-dire en 2021, il y aura 2000 à 4000 fois plus d'informations très fines sur la consommation, pour reprendre l'item que Corinne Lepage évoquait, de chaque Français. Ces données, elles sont utiles pour vous à titre individuel, pour que si vous avez envie de changer de comportement, vous puissiez le faire, ce qui aura un impact sur votre facture. Elles sont aussi utiles pour les collectivités. Si une ville veut mener localement des politiques de lutte contre la précarité, elle pourra, sur la base de ces informations qu'une entreprise publique comme Enedis lui restituera, savoir dans quel quartier il y a des gens précaires plutôt que dans tel autre. On va affiner donc la gestion publique de l'ensemble de ces données de consommation qui pour l'instant étaient agrégées grosso modo et avec des factures restituées 6 mois ou 7 mois après votre consommation, ce qui est un système complètement archaïque. Donc ça c'est très important et ça va de pair avec le propos que Myriam tenait. Myriam, un petit mot de conclusion. Transition énergétique n'est pas égale à inclusion, bien au contraire, et je crois que ça fait partie des réflexions qui doivent conduire notre chemin, qui n'est pas sans peine, on l'a vu, vers une économie où finalement chacun est à l'œuvre, on laisse personne sur le côté, mais finalement ce n'est qu'ensemble, engagés, conscients, qu'on pourra justement passer à ce nouveau monde de l'énergie 2.0 qui est celui qui nous attend, qui n'est pas forcément, tant s'en faut, un monde hostile, mais dans lequel, d'ailleurs si nous sommes ici, c'est certainement le cas, on doit avoir des opportunités pour l'ensemble des êtres humains que nous sommes, de pouvoir continuer à vivre sur notre planète et dans de bonnes conditions. Merci. Merci à tous.